Avez-vous déjà pris le temps de vous regarder dans un miroir et ressenti cette étrange sensation, comme si vous contempliez un étranger, comme si la personne renvoyée par le reflet n'était qu'un masque fané, une pâle copie de votre vrai moi? Voilà ce qui se passe lorsque notre conscience s'éloigne de notre essence. Et cette sensation, elle a un nom que beaucoup tolèrent sans le savoir, parce qu'elle est plus courante qu'on ne le pense. Spinoza, ce philosophe qui a été exilé de sa propre communauté pour ses idées dangereuses, aperçut quelque chose que la majorité ignore complètement. Pendant que d'autres se perdaient dans des débats abstraits sur l'âme, lui, il observait le quotidien, la vie réelle, les êtres concrets, les êtres qui respirent, se déplacent, vivent. Il a découvert une vérité troublante. Il existe 3 signaux précis, des signes qui apparaissent bien avant la mort physique. Des signes qui indiquent qu'une personne est déjà morte dans l'âme, pause, marchant, parlant, respirant, mais n'étant plus vraiment en vie. Spinoza n'était pas qu'un philosophe de bureau. Non, il était aussi un homme du terrain, tisseur de lentilles. Il côtoyait chaque jour des gens simples, des marchands, des artisans, des ménagères. Et il a commencé à remarquer un schéma, un motif dérangeant. Et le plus effrayant, c'est que vous pouvez être en train de montrer un de ces signes, en ce moment même, sans même vous en rendre compte. Mais avant de vous révéler ces 3 signes, je dois vous prévenir. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui ne peut plus être effacé. C'est comme ouvrir une porte, que plus rien ne peut refermer. Parce qu'une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus oublier. Vous voyez avec une clarté qui ne s'éteint jamais. Spinoza n'était pas un penseur habituel. Alors que d'autres se perdaient dans des abstractions sans importance, lui, il observait la vie telle qu'elle est vraiment. Et il a discerné un patron, une tendance, qui est plus terrifiante qu'on ne le pense. Il y a des personnes qui respirent, qui marchent, qui travaillent, mais qui sont mortes depuis longtemps. Pas physiquement, non, et spirituellement, émotionnellement, existentiellement, dans leur être profond. Et imaginez un peu, connaissez-vous quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui est vivant, mais dont la lumière derrière les yeux semble s'être éteinte? Spinoza appelait cela la mort en pleine vie. Et il a découvert que cette mort, elle ne survient pas d'un seul coup. Elle suit un chemin, elle laisse des marques, des avertissements, comme un feu qui couve doucement avant d'embraser tout. Le premier signal qu'il a identifié s'appelle la mécanisation de l'existence. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie, une cliente fidèle de Spinoza. Elle venait chaque semaine pour faire réparer ses lunettes, toujours à la même heure, toujours la même immédiateté, le même regard vide. Un jour, Spinoza a décidé de faire un petit test. Il a complètement changé l'aménagement de son atelier, en plaçant tout à des endroits différents. Quand Marie est entrée, elle s'est dirigée tout droit vers la table, qui n'était plus là. Elle est restée figée, confuse, comme un robot qui a perdu sa programmation. « Quand avez-vous vraiment cessé de prêter attention à votre environnement ?» a-t-il demandé doucement. Marie n'a pas su répondre, pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce qu'elle ne pouvait plus se souvenir. Et c'est là que tout devient clair. Vous vous réveillez. Le réveil sonne toujours au même rythme. Vous tendez la main vers la même direction. Vous vous brossez les dents avec des gestes mécaniques. Vous buvez votre café dans le même verre, en ressentant le même goût, alors qu'au fond, vous ne le ressentez plus vraiment. Quand avez-vous last oublié de savourer le goût de votre café? Le son de la pluie sur la fenêtre? La texture de votre respiration? Le visage de ceux que vous aimez? Spinoza a compris, tout cela n'est pas seulement de la distraction. Ce n'est pas simplement la course effrénée du quotidien. C'est le premier stade de la mort spirituelle. Le moment où l'âme commence à s'endormir, de plus en plus. Et voici le point le plus effrayant. Ce processus est une véritable épidémie silencieuse. Progressif, imperceptible, comme un sable qui s'écoule entre les doigts, ou comme une anesthésie qui agit lentement, jusqu'à ce que plus rien ne réagisse. Une étude récente de l'université Harvard a confirmé quelque chose que Spinoza pressentait depuis 400 ans. Quand nous vivons en mode automatique, certaines zones du cerveau, celles responsables de la conscience, de la créativité, de la perception,
décroissent leur activité jusqu'à presque disparaître. C'est comme si des parties essentielles de nous s'éteignaient, une par une, jusqu'à ne laisser que la survie, et pas la vraie vie. Vous vous demandez probablement, est-ce que je présente ce premier signe? Faites ce test avec moi, avec une honnêteté absolue. Regardez ce que vous avez fait cette semaine, au même moment, cette même heure. Pouvez-vous vous en souvenir? Ou tout est-il devenu une brume grise, une répétition infinie? Essayez maintenant, avec un défi plus difficile. Sans regarder, décrivez en détail le visage de la personne avec qui vous passez le plus clair de votre temps, la couleur précise des yeux, la forme des sourcils, les petites marques, les expressions. Vous y parvenez? Vraiment? Ou vous réalisez que vous vivez avec cette personne depuis des années, mais que vous ne l'avez jamais vraiment vue? Encore un autre. Quand avez-vous last goûté autre chose que l'ordinaire? Quand avez-vous réellement ressenti la saveur dans toute sa profondeur, le parfum, la texture, les sensations dans la bouche? Si vous avez du mal à répondre à ces questions, si tout vous semble monotone, si vous avez l'impression que le temps s'écoule sans que vous en profitiez, alors, ce premier signe, il est déjà là. Et ce n'est pas votre faute. Non, notre société valorise la rapidité, pas la profondeur, la productivité, pas la présence, l'efficacité, pas l'expérience. Nous sommes devenus des machines parfaites, mais oublions comment être vraiment humain. Spinoza a observé cela chez des centaines de personnes à Amsterdam. Des commerçants qui vendèrent des produits sans voir leurs clients, des artisans qui créaient de magnifiques objets sans ressentir de plaisir dans leur travail, des parents qui élevaient leurs enfants sans jamais vraiment être présents, tous fonctionnant parfaitement, mais tous mourant intérieurement. Ne désespère pas encore. Spinoza n'a pas découvert cela pour nous faire peur, mais pour nous réveiller. Car reconnaître le premier signe est le premier pas pour inverser ce processus. Maintenant, passons au second signe. Et celui-ci est encore plus subtil, plus dangereux et largement répandu. Spinoza l'a appelé « désir fossilisé ». Et il est probable que tu ne sois jamais tombé sur cette expression. Mais il est aussi probable que tu le connaisses intimement. Laisse-moi te raconter une histoire que Spinoza a consignée dans ses journaux personnels. Il connaissait un commerçant prospère nommé David. David avait tout ce que la société disait qu'il devait vouloir. Une grande maison, une famille respectée, des affaires florissantes. Mais David buvait seul chaque soir. Pas beaucoup. Juste assez pour apaiser cette inquiétude constante qui serrait son cœur. Un jour, David a confié à Spinoza « J'ai tout ce que j'ai toujours voulu. Alors pourquoi est-ce que je me sens si vide ?» Et Spinoza lui a posé une question qui a tout changé. « Mais tu voulais vraiment tout ça? Ou as-tu appris à le vouloir parce que tout le monde te disait que c'était ce qu'il fallait vouloir ?» David a gardé le silence pendant de longues minutes. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus faire la différence. Et toi, la dernière fois que tu as ressenti un désir profond, c'était quand? Pas une envie passagère, pas une nécessité, pas cette pression sociale du « il faut que tu veuilles ça ». Non, un désir véritable. Cette sensation qu'on te tire, qu'on t'appelle, qui te fait sentir vraiment vivant. Le deuxième signe apparaît lorsque nos désirs se transforment en pierre, lorsque nous cessons de vouloir des choses authentiques et que nous répétons simplement de vieilles habitudes de désir, des désirs dictés par les autres, par la société, des désirs qui n'étaient jamais vraiment à nous. Tu veux cette promotion? Ou tu crois que tu devrais la vouloir? Tu souhaites cette relation? Ou c'est simplement ce qu'on attend de toi? Tu rêves de cette maison, de cette voiture, de cette vie? Ou ce sont des rêves empruntés que tu portes comme si c'étaient les tiens? Spinoza a perçu quelque chose de révolutionnaire. La majorité des personnes perdent leur lien avec leurs désirs authentiques. Et quand cela arrive, une partie essentielle de leur âme meurt. Car le désir est la force vitale. Il est littéralement ce qui nous pousse en avant, ce qui nous maintient curieux, passionnés, pleins d'énergie, ce qui fait briller nos yeux, ce qui fait battre notre cœur plus vite. Sans vrai désir, nous ne sommes que des coquilles vides, exécutant des routines sociales. Imagine un enfant de 5 ans découvrant la neige pour la première fois. Ses yeux s'agrandissent, tout son corps se penche en avant. Il y a une faim sincère d'expérience, une soif insatiable de vivre, un désir pur, dénué d'attente ou de jugement. Et maintenant, souviens-toi de la dernière fois où tu as ressenti cela. Pas de la nostalgie, pas de la mélancolie du passé,
mais cette flamme intérieure qui te donne envie de plonger dans la vie tête baissée, cette énergie qui t'occupe tout, qui te fait oublier tout le reste. Si cela fait longtemps, ou si tu ne peux même pas te souvenir du moment, alors le deuxième signe est là, et il grandit comme une mauvaise herbe, étouffant ce qu'il reste de ta vitalité. Mais pourquoi perdons-nous nos désirs vrais? Pourquoi notre âme autorise-t-elle cette substitution progressive de l'authentique par l'artificiel? Spinoza avait une théorie fascinante à ce sujet, et la neuroscience moderne en confirme chaque détail. Il croyait que la société nous apprend systématiquement à désirer ce qu'il ne faut pas. Le statut social, l'approbation, la sécurité, la conformité, et petit à petit, par le biais de récompenses subtiles et de punitions masquées, ces désirs faux remplacent nos impulses vrais. C'est comme si quelqu'un changeait nos lunettes sans que nous nous en apercevions. Tout à coup, on voit le monde à travers le regard de quelqu'un d'autre. On désire avec le cœur de quelqu'un d'autre. On rêve les rêves de quelqu'un d'autre. Spinoza l'a observé dès l'enfance. Les jeunes enfants désirent naturellement explorer, créer, questionner, mais peu à peu, ils apprennent que c'est mieux de désirer l'approbation de leurs parents, des bonnes notes, un comportement convenable. Le désir d'explorer devient celui de plaire. Le désir de créer se transforme en peur de faire des erreurs. Le désir de questionner devient besoin de s'intégrer. Et quand on grandit, cela ne change pas. On désire ce que nos amis désirent, ce que notre famille attend de nous, ce que la société nous dit qu'on doit vouloir, ce que les algorithmes d'Instagram suggèrent comme désirable. Jusqu'au jour où l'on se réveille dans une vie que l'on ne reconnaît plus, encerclé par des choses que l'on voulait, mais avec un vide profond, une déconnexion totale. Spinoza voyait cela comme une sorte de suicide lent, une mort par asphyxie spirituelle, parce que quand on suit des désirs qui ne sont pas les nôtres, on devient étranger à soi-même. Et voici le paradoxe cruel. Plus on réussit à suivre ses désirs de façade, plus on se sent vide, perdu, mort à l'intérieur. Tu peux obtenir tout ce que tu devrais vouloir, la maison parfaite, la relation idéale, la carrière respectable, le corps parfait, et te réveiller chaque matin avec ce sentiment que tu vis paix d'or, que c'est la mauvaise vie. Ce n'est pas de l'ingratitude, ni un manque de perspective. C'est ton âme qui essaie de te crier quelque chose de urgent. Tu t'es perdu en chemin. Spinoza connaissait un jeune nommé Johannes, qui est devenu prêtre parce que c'était ce que sa famille attendait. Johannes était techniquement réussi, respecté dans la communauté, financièrement stable. Mais chaque nuit, quand il était seul, il pleurait, sans savoir pourquoi, parce qu'une partie de lui savait, même s'il n'osait l'admettre, qu'il vivait la vie de quelqu'un d'autre. Combien de personnes connais-tu qui semblent tout avoir, mais qui prennent des médicaments contre l'anxiété, qui ont poursuivi leurs rêves pendant des années, mais se sentent inexplicablement déprimés, qui ont atteint leur objectif, mais ont perdu tout sens à leur existence? Ce n'est pas parce qu'elles sont faibles, ce n'est pas parce qu'elles sont ratées, c'est parce qu'elles sont victimes d'une épidémie de désirs fossilisés. Elles ont obtenu précisément ce qu'on leur a appris à vouloir, mais elles n'ont jamais découvert ce que leurs désirs profonds étaient vraiment, et comment reconnaître nos vrais désirs de ceux qui sont faux. Spinoza avait une méthode. Il disait « Fais attention à ce qui te fait perdre la notion du temps, ce qui t'empêche de manger, ce qui te réveille la nuit, avec des idées. Ce sont là des échos de tes désirs authentiques, des fragments de ta vraie nature qui essaient de te parler. La majorité des gens ignorent ces signaux. Ils les qualifient d'irrationnels, d'idiots, d'impossibles. Mais Spinoza savait que fuir ses désirs vrais, c'est comme essayer de vivre sans respirer. On peut retenir sa respiration un temps, mais, à la fin, quelque chose meurt. Prends un instant. Regarde ta vie aujourd'hui. Combien de tes choix sont réellement motivés par des désirs authentiques? Et combien de fois sommes-nous simplement des répétitions de schémas appris, encore et encore? Si vous êtes honnête, vraiment sincère avec vous-même, vous pourriez découvrir que vous vivez la vie de quelqu'un d'autre, suivant le scénario d'un autre, rêvant les rêves d'un autre, et cela nous mène au troisième signe, le plus dangereux de tous, celui que Spinoza considérait comme le prélude ultime à la mort dans l'âme, ce moment où une personne franchit une frontière invisible et peut ne plus jamais revenir. Il l'appelait la paralysie de l'imagination, et il est presque certain que vous avez ce signe, sans même vous en rendre compte, parce qu'il se manifeste sous des formes si subtiles
qu'on pourrait croire qu'il s'agit de sagesse ou de maturité. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'Elena, une femme de 45 ans que Spinoza rencontra dans une taverne. Elena avait été danseuse dans sa jeunesse. Ses yeux brillaient encore lorsqu'elle évoquait ses représentations, la sensation de planer sur scène. « Pourquoi avez-vous arrêté ?» demanda Spinoza. « Ah, vous savez comment c'est » répondit Elena avec un sourire mélancolique. « La vie réelle est arrivée. Le mariage, les enfants, les responsabilités. On ne peut pas rester danseuse pour toujours. »« Et pourquoi pas ?» insista Spinoza. Elena le regarda comme s'il était naïf. « Parce que ce n'est pas possible, Baruch. Certaines choses ne se font pas. C'est comme ça que le monde fonctionne. » Ce moment-là, Spinoza comprit que Elena avait perdu quelque chose de plus précieux que la danse. Elle avait perdu la capacité d'imaginer des possibilités, de voir des alternatives, de concevoir le changement. Quand avez-vous la dernière fois imaginé une vie totalement différente pour vous? Pas simplement fantasmer pendant quelques minutes, pas laisser vagabonder votre esprit, mais vraiment visualiser des possibilités réelles, planifier des transformations, considérer des alternatives. L'imagination est bien plus que de la simple créativité ou du rêve éveillé. C'est notre capacité la plus fondamentale à transcender ce qui est et à entrevoir ce qui pourrait être. C'est ce qui nous permet de rêver de transformation. C'est ce qui maintient vive la flamme de l'espoir. Spinoza a compris que lorsque l'imagination meurt, la personne aussi, parce que sans imagination, il n'y a pas d'espoir réel. Sans espoir, il n'y a pas de futur authentique. Et sans futur, il ne reste que la répétition mécanique, jusqu'à la mort physique. Le troisième signe apparaît lorsque nous cessons de pouvoir imaginer une véritable transformation. Lorsque nos vies semblent figées, prédestinées, immuables. Quand nous devenons prisonniers de ce qui est déjà là, c'est tout ce que je suis, c'est tout ce que je peux être. Je ne peux pas changer à mon âge. Le monde est comme il est. Je dois être réaliste. Ces phrases sont les symptômes du troisième signe, des preuves que notre imagination est en train de mourir, d'une âme qui renonce à grandir. Mais voici ce qui est véritablement tragique. La plupart des gens ne se rendent pas compte lorsque cela se produit. C'est comme devenir aveugle peu à peu. Vous vous adaptez à l'obscurité, jusqu'à oublier complètement ce qu'est voir. Spinoza a compris qu'il existe une différence cruciale entre un réalisme sain et une paralysie de l'imagination. Le réalisme sain reconnaît ses limites, mais continue à chercher des possibilités, tandis que la paralysie de l'imagination transforme ses limites en prisons éternelles. Souvenez-vous quand vous étiez enfant, à 7, 8 ans, vous pouviez imaginer devenir n'importe quoi. Astronaute, artiste, explorateur, inventeur, le monde était rempli de possibilités infinies. Chaque jour pouvait apporter une nouvelle aventure. Que s'est-il passé avec cette capacité? Où est passée cette version de vous-même qui croyait en la transformation? Qui voyait des opportunités plutôt que des obstacles? Qui rêvait en grand plutôt que de se satisfaire du petit? Spinoza dirait qu'elle ne s'est pas évaporée. Elle a été enterrée sous des couches de réalisme, responsabilité, maturité, mais surtout, ensablée par la peur. Spinoza dirait qu'elle n'a pas disparu, elle a été cachée, sous des couches de vécu, devoir, maturité. Mais l'imagination n'est pas immature. C'est la force la plus puissante de l'univers humain, ce qui nous permet de transcender nos circonstances, ce qui nous maintient véritablement en vie. Sans imagination, nous devenons prisonniers du présent, esclaves de ce qui est déjà là, incapables de concevoir la libération. Et voici la connexion que beaucoup oublient. L'imagination ne se limite pas à rêver. Elle consiste à croire en la possibilité de changer, à faire brûler la flamme de l'espoir. Quand cette flamme s'éteint, quand nous cessons d'imaginer des versions meilleures de nous-mêmes, c'est là précisément que la vie commence à s'éteindre. Spinoza a observé cela chez des personnes de tous âges, de jeunes qui avaient déjà abandonné leurs rêves, de vieux qui se résignaient à leur sort, des gens au milieu de leur vie qui avaient arrêté de croître. Tous avaient une chose en commun. Ils avaient perdu la capacité d'imaginer une transformation réelle. Ils étaient devenus des copies figées d'eux-mêmes. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi notre imagination s'éteint-elle? La réponse réside dans la peur de la déception, du échec, de voir ses rêves ne pas se réaliser. Alors, progressivement, on cesse de rêver. C'est plus sûr, moins douloureux, plus mature. Mais Spinoza savait que cette sécurité n'est qu'une illusion.
Parce qu'une vie sans imagination n'est pas une véritable vie. C'est simplement une existence, une mort déguisée en prudence. Et voici la chose la plus troublante. Ces trois signes se nourrissent mutuellement. Ils créent un cercle vicieux d'une mort spirituelle progressive. Quand on perd la présence, on perd contact avec nos vrais désirs. Quand on perd nos désirs, notre imagination n'a plus de carburant. Quand on perd l'imagination, on se contente de vivre au quotidien, sans véritablement évoluer. C'est une spirale descendante, chaque signe renforçant les autres, chaque perte rendant la suivante plus probable. Mais il y a quelque chose que Spinoza a découvert, qui peut tout changer, quelque chose qui peut inverser ce processus, qui peut ramener à la vie une âme qui meurt en elle-même. Il a compris que reconnaître ces signes, c'est le premier pas vers la guérison, parce que ce qui peut être vu, peut être changé, mais la découverte la plus révolutionnaire de Spinoza n'a pas été les signes eux-mêmes, c'était ce qu'il a découvert sur comment inverser ce processus, comment ressusciter une âme qui se meurt à petit feu, et ce qu'il a trouvé va à l'encontre de tout ce qu'on nous a dit sur le changement et la transformation personnelle. La majorité pense qu'il faut de grandes révolutions, des thérapies intensives, des changements radicaux dans la vie, des transformations spectaculaires. Spinoza a compris l'exact opposé. Il a vu que l'âme humaine est comme un jardin abandonné. On ne ramène pas un jardin à la vie par des explosions. On le réveille, avec une attention délicate, de la présence attentive, de petits gestes d'amour. La guérison du premier signe, la routine de l'existence, ne passe pas par des méditations de longues heures ou par des changements spectaculaires. Elle réside dans quelque chose de bien plus simple, de beaucoup plus accessible, de vraiment révolutionnaire dans sa simplicité. Spinoza l'a appelé la présence microscopique, l'art d'être complètement présent dans de microscopiques moments de la vie quotidienne. Mais voici le secret que peu de gens connaissent. Vous n'avez pas besoin d'être pleinement présent tout le temps. C'est tout simplement impossible, écrasant même. Et cela pourrait même être contre-productif. Ce que vous pouvez faire, c'est choisir un moment chaque jour, un seul, et y être complètement, là, entièrement présent, comme si votre vie en dépendait, parce que, d'une certaine façon, elle en dépend vraiment. Permettez-moi de vous donner quelques exemples concrets que Spinoza a expérimenté lui-même. Le goût du premier boucher lors du petit déjeuner, pas en le dégustant distraitement, tout en regardant votre téléphone, mais en ressentant réellement la sensation du liquide sur votre langue, l'arôme remontant jusqu'à votre nez, la chaleur descendant dans votre gorge, la sensation d'énergie qui commence à se répandre dans tout votre corps, la sensation de l'eau qui caresse votre peau sous la douche, pas en pensant à la liste des tâches de la journée, mais en ressentant chaque goutte, la température, la pression, la façon dont l'eau coule sur vos bras, vos jambes, la vapeur qui embue le miroir, le son de votre respiration lorsque vous vous allongez dans votre lit, pas en dormant, mais dans ces tout premiers instants de repos, l'air entrant par vos narines, vos poumons qui se dilatent, la petite pause entre l'inspiration et l'expiration, la montée et la descente de votre poitrine. Choisissez un seul moment, juste un, et soyez totalement là, dans cet instant précis, comme si c'était la première fois que vous ressentiez cette sensation, ou la dernière. Spinoza a découvert que, lorsque l'on commence à pratiquer la présence microscopique régulièrement, quelque chose d'extraordinaire se passe dans le cerveau. Les régions qui dormaient, les zones de la conscience, de la perception, de la créativité, commencent à se réactiver. C'est littéralement comme allumer une bougie dans une pièce qui était plongée dans l'obscurité depuis des mois. Une flamme petite, mais suffisante pour rappeler que la lumière existe, pour redécouvrir ce que c'est que de voir. Et voici, le miracle neurologique, cette petite présence, ce micro-moment de conscience totale, qui commence à se répandre naturellement, à l'image des vagues dans un étang lorsqu'on y jette une pierre. Un instant présent devient 2, 2 deviennent 5, 5 deviennent une toute nouvelle façon de vivre, sans effort, sans volonté, juste en laissant faire l'éveil naturel. Mais il y a un secret crucial, que peu de gens connaissent. Pour que cela fonctionne vraiment, il faut choisir des moments qui font déjà partie de votre routine. N'ajoutez rien de nouveau à votre vie, n'y mettez pas plus de pression. Ne transformez pas cela en une tâche supplémentaire. Il suffit de choisir quelque chose que vous faites chaque jour,
et de décider d'y être pleinement présent. Se brosser les dents, marcher vers la voiture, monter des escaliers, ouvrir une porte, allumer une lumière, des instants déjà existants, mais que vous n'avez jamais vraiment habités. Spinoza a expérimenté cela lui-même pendant des mois. Il a choisi le moment de polir des lentilles, sa tâche quotidienne, et a décidé d'être entièrement là, dans le processus, le contact du verre dans ses mains, la texture rugueuse avant le polissage, le mouvement circulaire de l'outil, la transformation progressive de la surface opaque en cristal transparent. Chaque détail reçut toute son attention. Et c'est lors de ces moments de présence microscopique que ses plus grands aperçus philosophiques sont nés, comme si la présence totale libérait une forme supérieure d'intelligence, comme si être ici nous connectait avec quelque chose de plus grand. Et maintenant, pour guérir le deuxième signe, celui des désirs fossilisés, Spinoza a développé une technique qu'il a appelée l'archéologie du cœur, une méthode plus systématique et plus puissante que n'importe quelle thérapie moderne. L'idée est d'une simplicité révolutionnaire. Vos désirs authentiques n'ont pas disparu. Ils n'ont pas été détruits. Ils ont simplement été enterrés, ensevelis sous des attentes sociales, des peurs, des jugements, du bon sens. Mais ils sont toujours là, en attente d'être redécouverts, comme des trésors archéologiques prêts à être déterrés. Et comment les retrouver? Spinoza a conçu une méthode en 4 étapes, qu'il a testée pendant des années. Première étape, la cartographie de l'inquiétude. Observez ce qui vous dérange, pas l'angoisse. Il y a une différence subtile, mais cruciale. L'anxiété vient de la peur de l'avenir, l'inquiétude, de désirs réprimés qui cherchent à émerger. C'est cette sensation étrange que vous ressentez quand vous voyez certaines personnes vivre certains types de vie, quand vous entendez certaines musiques qui remuent quelque chose en vous, quand vous passez dans certaines rues qui évoquent des souvenirs émotionnels, quand vous imaginez certaines possibilités qui accélèrent votre cœur. Spinoza tenait un journal de l'inquiétude. Chaque jour, il écrivait brièvement « Ce qui m'a inquiet aujourd'hui », sans juger, sans analyser, juste observer. Après quelques semaines, des schémas ont commencé à apparaître. Certaines situations, certaines images, certaines idées revenaient sans cesse comme des déclencheurs d'inquiétude. Cette inquiétude devient une carte, un GPS émotionnel, pointant vers des trésors cachés dans votre âme. Deuxième étape, la décodification des jugements. Observez ce que vous critiquez chez les autres. C'est une des découvertes les plus contre-intuitives de Spinoza. Souvent, ce que vous reprochez, ce que vous jugez, ce que vous condamnez, ce sont des désirs que vous refoulez en vous-même. Vous critiquez ceux qui ont tout lâché pour voyager. Peut-être en vous dort un aventurier. Vous traitez d'irresponsables certains artistes. Peut-être en vous sommeille un créateur. Vous râlez contre ceux qui poursuivent des passions impossibles. Peut-être que votre âme crie pour suivre la vôtre. Nos jugements chargés émotionnellement sont souvent des désirs déguisés en morale, des projections de ce que l'on veut, mais que l'on n'ose pas avouer. Spinoza l'a compris quand il s'est surpris à critiquer des commerçants qui perdaient leur temps avec la philosophie. Il a compris qu'il projetait sa propre culpabilité, son désir de plus de temps pour penser, écrire, contempler. Troisième étape, l'archéologie de l'enfance. Souvenez-vous de ce que vous aimiez avant de devenir adulte, avant d'apprendre ce qui était approprié, raisonnable, responsable, désiré. Quel genre de livre dévoriez-vous? Quel film vous transportait complètement? Quel type de personne admiriez-vous sans réserve? Quelles activités vous faisaient perdre la notion du temps? Mais allez plus loin que ces souvenirs évidents. Cherchez des motifs plus profonds. Si vous adoriez les histoires d'aventure, votre vrai désir pourrait être une aventure intérieure, croissance, découverte, transformation. Si vous aimiez les histoires d'amour, le vrai désir pourrait être une recherche de connexion, pas forcément romantique, mais humaine. Quatrième étape, le test de l'énergie vitale. C'est le test ultime de Spinoza. Vos vrais désirs ont une signature énergétique spécifique. Quand vous vous connectez avec eux, quelque chose se passe dans votre corps. Observez ce qui fait briller vos yeux. Quand vous parlez de certains sujets, ce qui fait changer la tonalité de votre voix, ce qui vous fait gesticuler. Oubliez le regard sur l'horloge. Écoutez ce qui vous réveille le matin avec des idées, ce qui vous fait rêver la nuit. Tout cela pour entrer en contact avec ce qui vibre dans votre être, avec ce qui correspond réellement à votre essence, et révéler
votre véritable feu intérieur, ce qui te fait sentir vivant, plus présent, plus toi-même. Ce sont ces échos de tes désirs authentiques, des fragments de ta véritable essence. Tentant de s'exprimer à travers le bruit de la vie quotidienne, Spinoza a découvert que, lorsque nous commençons à prêter attention à ces signes, lorsque nous cessons de juger nos désirs profonds comme fous ou impossibles, quelque chose de magique se produit. Ils deviennent plus clairs, plus forts, plus impossibles à ignorer. Il n'est pas nécessaire de tout laisser tomber, de suivre tous tes désirs immédiatement. Ce serait insensé, mais tu peux commencer par les honorer, leur faire de la place, les respecter. Lis un livre sur ce sujet qui te fascine. Regarde des documentaires sur cette vie qui t'intrigue. Parle avec des personnes qui vivent d'une manière que tu admires secrètement. Tu ne t'engages pas dans des changements radicaux. Tu fais simplement une enquête. Tu sois curieux sur toi-même. Et voici ce qui est fascinant lorsque nous commençons à honorer nos vrais désirs. Même par petites doses, notre énergie vitale recommence à revenir. Spinoza appelait cela la renaissance du feu intérieur, comme raviver des braises qui semblaient mortes et découvrir qu'il reste encore une flamme. Maintenant, passons au troisième signal, celui de la paralysie de l'imagination. Spinoza a développé ce qui pourrait être sa technique la plus puissante et transformatrice. Il l'a appelé le possibilisme radical, et c'est à la fois plus simple et plus révolutionnaire que n'importe quelle méthode moderne de développement personnel. L'idée centrale est la suivante. Pour chaque situation dans ta vie qui semble fixe, immutable, définitive, sans solution, pose-toi cette question, unique. Et si ce n'était pas le cas, pas dans le but de tout changer, tout de suite, pas sous pression d'agir, mais simplement pour réactiver ta capacité à imaginer des possibilités, pour réveiller les régions du cerveau qui dormaient. Laisse-moi te donner des exemples concrets pour illustrer comment Spinoza appliquait cela. Situation. Je déteste mon boulot, mais je ne peux pas partir. Et si ce n'était pas vrai? Et s'il y avait une manière de rendre ton travail actuel plus significatif? Et si tu pouvais identifier précisément ce que tu détestes, et petit à petit, changer ces aspects? Et si une transition, douce, planifiée, était possible vers autre chose? Et si d'autres options, que tu n'envisages pas, parce que tu crois qu'elles sont impossibles, existaient vraiment? Situation. Mon couple est mort, mais il est trop tard pour changer. Et si ce n'était pas le cas? Et si une conversation profonde, que vous n'avez jamais osé avoir, pouvait tout changer? Et si vous redécouvriez ce qui vous a unis au début? Et si vous pouviez grandir ensemble, de manières inédites? Et si une séparation respectueuse libérait chacun pour être plus heureux? Situation. Je suis coincé dans cette ville, ce pays, je ne peux pas partir. Et si ce n'était pas vrai? Et si tu découvrais des aspects de ta ville que tu n'as jamais remarqués? Et si tu changeais de quartier, dans la même ville? Et si tu planifiais un départ progressif sur 2 ou 3 ans? Et si tu trouvais des moyens de voyager plus souvent? Et si tu créais des connexions avec des gens d'ailleurs? L'objectif du possibilisme radical n'est pas de nier ses problèmes ou ses limitations réellement existantes, mais de raccourcir le chemin vers la capacité d'imaginer des solutions, des alternatives, des changements possibles. Spinoza a compris que, lorsqu'on pratique cela régulièrement, en exerçant notre imagination comme un muscle atrophié, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le cerveau. On commence à percevoir des opportunités invisibles auparavant, des solutions que l'on croyait impossibles, des chemins qui n'avaient tout simplement pas existé dans notre cartographie mentale. C'est comme nettoyer des lentilles de perception, après des années de suie accumulées. Soudain, on voit le monde rempli de possibilités, qui ont toujours été là, mais que l'on ne pouvait pas voir. Mais il y a des secrets cruciaux pour que le possibilisme radical fonctionne vraiment. Secret 1. Commence petit. Ne tente pas de réimaginer toute ta vie en un seul coup. C'est énorme. Ça paralyse plus qu'autre chose. Commence par une petite zone, un aspect précis, une situation spécifique. Spinoza utilisait toujours des petits pas. Et si je changeais mon trajet pour aller au travail? Et si je parlais avec ce voisin que je n'ai jamais salué? Et si j'essayais un plat différent aujourd'hui? Petite question de possibilité, petits exercices d'imagination.
Petit défi contre la mentalité rigide. Secret 2. Suspends ton jugement. Temporairement. Lorsque tu poses la question « Et si c'était possible ?» Permets-toi de rêver. Quelques minutes. Sans jugement. Sans réalisme. Sans cette voix intérieure qui dit « C'est impossible ». Spinoza appelait ça « la pause du possible ». Quelques minutes où ton imagination peut voler, librement, sans censure. Puis, tu peux revenir à la réalité. Mais d'abord, rêve. Secret 3. Écris toutes les possibilités. Chaque fois que tu as une nouvelle idée, même absurde, note-la quelque part. Spinoza tenait un journal des possibilités. Il a découvert que les possibilités non écrites disparaissent vite, mais celles qui sont écrites ont tendance à germiner, à croître, à se transformer en quelque chose de plus réel, avec le temps. Secret 4. Cherche des connexions inattendues. Les meilleures idées naissent quand on relie des domaines apparemment sauvages. Spinoza a compris que son expérience, comme polisseur de lentilles, lui a appris la clarté mentale, que son rejet de la communauté religieuse lui a permis de penser librement. Pose-toi ces questions. Comment mon expérience en X pourrait m'aider en Y? Quelles compétences j'ai que je pourrais utiliser autrement? Quelles ressources ai-je qui restent inutilisées? Et voilà où tout se connecte, où la génialité de Spinoza se dévoile entièrement. Ces 4 pratiques, présence microscopique, archéologie du cœur, possibilisme radical, ne sont pas indépendantes, elles se nourrissent mutuellement. Plus tu es présent, plus tu perçois clairement tes vrais désirs, plus tu respectes ces désirs, plus ton imagination est alimentée, et plus tu imagines, plus tu vois, les opportunités se multiplient. C'est un cycle virtueux, le contraire de la spirale descendante de la mort dans l'âme. Mais Spinoza savait que reconnaître et pratiquer ces techniques n'est que le début d'un chemin plus profond, plus transformateur, qui est, selon lui, le vrai remède contre la mort spirituelle. Il l'a appelé l'amour intellectuel. Et c'est probablement la idée la plus mal comprise et la plus puissante de toute la philosophie occidentale. D'abord, voici ce qu'apporte pas l'amour intellectuel. Ce n'est pas un amour cérébral, ni une analyse froide des sentiments, ni penser à aimer au lieu de vraiment aimer. C'est tout le contraire. L'amour intellectuel, c'est un amour si profond, si total, si intégré. Cela transcende complètement la séparation artificielle entre le cœur et l'esprit, entre sentiments et pensée, entre l'âme et la raison. C'est lorsque tu aimes quelque chose de tout ton être, sans distinction, quand il n'y a plus de différence entre ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu souhaites et ce que tu es réellement. Spinoza a compris cela pour la première fois en polissant une lentille particulièrement difficile. Il était entièrement absorbé par le processus. Ses mains savaient exactement quoi faire. Son esprit était totalement concentré, son cœur en paix, son esprit éveillé. À cet instant précis, il ne se contentait pas de faire son travail. Il incarnait son être véritable. Il aimait par l'action. Il vivait l'amour intellectuel. Et il aperçut quelque chose de révolutionnaire. Quand on aime vraiment quelque chose, une personne, une activité, une cause, une œuvre d'art, une idée, tout notre être se réveille. Tout se met en alignement, dans une harmonie profonde. Et lorsque cela se produit, les 3 signes de la mort dans la vie s'évanouissent, non par effort, non par discipline, mais par un processus de transformation naturelle. Quand on aime sincèrement, on est fabuleusement présent. C'est impossible de faire autrement. L'amour nous tire intégralement vers le moment. Il nous ancre dans l'instant présent. Quand l'amour véritable est là, nos désirs deviennent clarissimes. L'amour nous révèle avec une netteté totale ce qui compte vraiment, ce qui vaut la peine d'être poursuivi. Et quand on aime vraiment, notre imagination s'embrase. L'amour nous inspire à créer, à évoluer, à transcender, à envisager des possibilités que nous n'aurions jamais cru possibles. Mais voici ce que la majorité des gens ne comprend pas à propos de l'amour intellectuel de Spinoza. Tu n'as pas besoin d'attendre de trouver l'amour parfait dans ta vie pour éveiller cette capacité. Tu n'as pas besoin de grandes passions romantiques, ni de vocations héroïques. Tu peux commencer par aimer de petites choses, en profondeur, complètement, avec un amour intellectuel sincère.
Une tasse de thé dégustée avec toute ton attention, une musique écoutée avec ton cœur ouvert, une conversation où tu es totalement présent, un coucher de soleil contemplé sans hâte, un livre lu avec une curiosité authentique, une personne observée avec une vraie compassion. Spinoza a découvert que cette capacité d'aimer intellectuellement se développe comme un muscle. Plus tu t'entraînes, plus tu pratiques à aimer profondément de petites choses, plus ta capacité à aimer en général devient forte et solide. Et quand cette capacité se renforce et s'approfondit, ta manière de vivre devient intensément vibrante. Mais il existe différents niveaux d'amour intellectuel. Spinoza a identifié une progression naturelle. Niveau 1. L'amour situationnel. Tu aimes des moments précis, le petit déjeuner, une promenade, une conversation, des situations particulières où tu peux être pleinement là, connecté. Niveau 2. L'amour processuel. Tu aimes des processus entiers, cuisiner un plat du début à la fin, résoudre un problème complexe, apprendre une nouvelle compétence. Tu n'aimes pas seulement des instants, mais des parcours complets. Niveau 3. L'amour relationnel. Tu aimes des personnes en profondeur totale, pas seulement ce qu'elles font pour toi, mais qui elles sont, leur complexité, leurs imperfections, leur potentialité. Tu aimes leur humanité dans toute sa globalité. Niveau 4. L'amour existentiel. Tu aimes des aspects fondamentaux de l'existence humaine, la créativité, la quête de sens, la capacité à évoluer, le courage face à l'adversité. Tu aimes ce que signifie d'être humain. Niveau 5. L'amour universel. C'est le sommet que Spinoza a pu envisager. Tu aimes la réalité telle qu'elle est, pas seulement ses belles parts, mais toute son expérience. Tu aimes le fait d'exister. Tu aimes l'existence en elle-même. La majorité des gens ne passent jamais du premier niveau. Certains atteignent le deuxième. Peu de personnes vont jusqu'au troisième, encore moins jusqu'au quatrième et cinquième. Mais voici le secret de Spinoza. Tu n'as pas besoin de forcer la progression. Tu n'as pas besoin de sauter d'un niveau à l'autre. L'essentiel est de commencer là où tu es, d'aimer profondément ce que tu peux aimer. Maintenant, l'amour intellectuel est par nature expansif. Quand tu aimes sincèrement, cela s'étend naturellement, comme des cercles qui s'élargissent dans l'eau, comme une lumière qui rayonne. Et peu à peu, presque sans t'en rendre compte, tu constates que ta capacité à aimer a grandi, que tu peux aimer davantage de choses, plus de personnes, plus d'aspects de la vie. Ta vie devient une expression d'amour intellectuel, car en fin de compte, ces 3 signes de la mort dans la vie ne sont que les symptômes d'une maladie plus profonde. La maladie de la déconnexion, de la superficialité, de la peur de ressentir intensément. Et la seule véritable guérison réside dans la reconnexion avec notre vrai pouvoir d'aimer, de ressentir, d'être réellement vivant. Permets-moi maintenant de te raconter une histoire que Spinoza n'a jamais écrite dans ses traités, mais qu'il a vécue intensément et qui a transformé à jamais sa vision de la vie et de la mort. Lorsque Spinoza avait 42 ans, son ami le plus proche, Járik Gels, est décédé subitement d'une fièvre qui n'a duré que 3 jours. Gels était l'un des rares à vraiment comprendre ses idées, un des rares à ne pas le juger comme un hérétique ou un fou. Lors des funérailles, dans une petite église d'Amsterdam, Spinoza s'est assis au fond et il a observé, comme on observe en philosophe, comme quelqu'un qui a consacré sa vie à comprendre la nature humaine, et il a perçu quelque chose qui l'a bouleversé profondément. La plupart des personnes présentes étaient absentéistes, physiquement là, mais émotionnellement ailleurs, répétant les rites, les prières, les gestes, les expressions appropriées, mais sans vrai lien avec le moment, avec la perte, avec la vie qui se célébrait. Elles étaient en mode pilotage automatique, même face à la mort, même en un moment où chacun devrait se reconnecter à la véritable essence de l'existence. Spinoza a observé des visages vides, répété des mots vides, des gens qui connaissaient Gels depuis des décennies, mais qui semblaient rêvasser, pensant à leur prochain repas, à leurs problèmes au travail, au potin du quartier. Il a compris, douloureusement, que beaucoup avaient déjà expiré une mort spirituelle bien avant la perte de Gels. La mort physique n'était que la manifestation visible d'une mort intérieure, déjà active chez eux. Mais il a aussi repéré quelques rares personnes, peut-être 5 ou 6, qui étaient là, réellement présentes.
qui ressentait de la douleur profondément, qui célébrait la vie de Gels avec authenticité. La veuve, Maria, versait des larmes sincères, pas celles de la simple coutume, mais celles qui jaillissent du fond de l'âme. Ses yeux, même rougis par la douleur, brillaient d'une lumière réelle. Un jeune artiste, mentoré par Gels, a parlé de la façon dont l'ami avait changé sa vie. Ces mots n'étaient pas sophistiqués, n'étaient que la vérité nue d'une émotion brute. Le frère aîné de Gels, un homme simple qui travaillait le bois, est resté silencieux durant la cérémonie. Mais Spinoza pouvait voir que chaque fibre de son être était pleinement présente. Chaque respiration était consciente, chaque instant était vécu avec intensité, et ces personnes, même au cœur d'une douleur profonde, vibraient avec la vie, leurs yeux brillaient de larmes sincères, leur cœur battait avec une émotion authentique, leurs âmes étaient éveillées. Spinoza comprenait à cet instant une vérité qui allait changer pour toujours le sens de sa philosophie. La mort physique n'est pas l'opposé de la vie. La véritable frontière est celle de la mort intérieure. Une personne peut être en vie physiquement à 80 ans et être plus réveillée, plus présente, plus emplie d'amour intellectuel qu'un jeune de 25 ans qui a déjà sombré dans la mort spirituelle. Tout dépend de la capacité à reconnaître les signaux avant qu'il ne soit trop tard, de pratiquer les soins à la véritable âme, avant que celle-ci ne sombre dans un sommeil profond, de maintenir la flamme du véritable amour allumée. Lorsque Spinoza quitta cet enterrement, il fit une promesse silencieuse, une promesse qui guidera le reste de sa vie et de sa philosophie. Il promit de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, pas dans une quête de plaisir superficiel, mais dans une présence totale, dans l'hommage à ses désirs véritables, dans l'imagination des possibles, dans l'amour intellectuel. Il jura de ne jamais laisser son âme dormir, tant que son corps respirait encore, et il vida cette promesse jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle. À 44 ans, quand il mourut, ceux qui le connaissaient disaient qu'il semblait plus vivant dans sa pièce de mort que bien des gens qui arpentent encore les rues, car il avait compris le secret. Ce n'est pas la durée de la vie qui compte, c'est la manière dont on vit le peu de temps que l'on a. Vous avez peut-être reconnu en vous 3 signes. Peut-être avez-vous vu avec douleur que votre existence ressemble plus à une survie qu'à une véritable vie, qu'un simple faire semblant que d'un véritable épanouissement. Si tel est le cas, si cette sensation d'étau au cœur naît du fait de découvrir des vérités difficiles sur vous-même, alors ce moment peut devenir un tournant, un véritable renaissance. Ce n'est pas une étape de tragédie, mais une étape de renaissance. Le moment où vous décidez de vous réveiller, où vous choisissez de ressusciter votre propre âme, où vous cessez d'imiter la vie pour commencer à vivre vraiment. Mais souvenez-vous de ce que Spinoza nous a appris à travers sa vie. Le changement véritable ne se produit pas dans des explosions dramatiques, ni par des résolutions héroïques qui durent une semaine, ni par des révolutions extérieures. Il naît dans de petits gestes d'amour, dans des micro-moments de présence, dans des gestes sincères et honnêtes envers vous-même, dans des choix apparemment insignifiants, qui, une fois accumulés, transforment totalement une vie. Commencez aujourd'hui, maintenant, dans l'instant précis, avec une respiration consciente, qui vous permet de sentir pleinement l'air qui entre et sort de vos poumons, avec une intention sincère, une question honnête posée à vous-même. Qu'est-ce que je veux vraiment? Sans jugement, sans censure, simplement avec une curiosité douce, avec une possibilité imaginée, une seule question. Et si c'était possible que ma vie change? La vie véritable, la vie que Spinoza savait accessible à quiconque osait se réveiller, vous attend de l'autre côté de ces petits actes de courage, et peut-être, juste peut-être, découvrirez-vous quelque chose qui vous étonnera, qui vous dira que jamais il n'est trop tard pour commencer à vivre réellement, que, même en sommeil, votre âme peut s'éveiller en un instant, car l'âme humaine possède une caractéristique remarquable que Spinoza a découverte en lui-même. Elle peut se réveiller en une seconde, dans un seul moment, dans une respiration consciente. Il suffit que quelqu'un, vous, décidiez d'arrêter d'agir comme un automate et de commencer à vivre comme une œuvre d'art. Les 3 signes que Spinoza a découverts ne sont pas des sentences de mort, mais des opportunités de renaissance, des appels à l'éveil, des invitations urgentes, mais empreintes de douceur, à revenir à la vie.
Et voici la question qui va non seulement modifier votre ressenti aujourd'hui, mais toute votre vie. Acceptez-vous l'invitation? Car de l'autre côté de ce choix, de cet éveil courageux, se trouve une vie que vous n'avez pas encore imaginée. Une vie où chaque instant a une signification réelle, où chaque désir a une valeur sincère, où chaque possibilité a une véritable chance de devenir réalité. Une vie où vous vous réveillez le matin non pas parce que le réveil sonne, mais parce que vous avez hâte de vivre cette journée, où vous vous regardez dans le miroir et ne voyez pas simplement la personne que vous êtes, mais celle que vous pouvez devenir. Une vie où, le soir, vous vous endormez en sachant que vous avez vécu, et non seulement survécu. Spinoza a vécu cette vie, même rejeté par la société, même considéré comme hérétique, même mort jeune. Il a vécu chaque jour avec une intensité totale, avec une présence entière, avec cet amour intellectuel vrai, et il vous a tracé une carte précise pour que vous puissiez faire de même. Cette carte est maintenant entre vos mains. Les signaux ont été clairement identifiés, les cures ont été dévoilées précisément, et les techniques expliquées simplement. Vous avez tout ce qu'il faut pour commencer, non pour révolutionner votre vie demain, mais pour faire ce premier pas aujourd'hui, maintenant, dans cet instant précis. Le reste, c'est à vous de le faire. Mais il y a une dernière chose. Spinoza a fait une dernière découverte, qu'il est important de partager. Il a compris que quand une personne se réveille, quand quelqu'un sort de cette mort spirituelle, pour revenir à la vraie vie, cela a un effet contagieux, comme une lumière dans une pièce sombre, comme une musique dans un silence. Les autres le sentent, ils le perçoivent. Ils sont eux aussi inspirés à se réveiller. Votre choix de vivre réellement ne profite pas que vous seul. Il rayonne sur tout votre entourage, votre famille, vos amis, vos collègues, des inconnus croisant votre chemin. Quand vous êtes vraiment vivant, vous donnez la permission aux autres d'être vivants aussi. Et peut-être, juste peut-être, ce sera le plus beau cadeau que vous puissiez faire au monde. Pas des actes héroïques énormes, ni des sacrifices extrêmes, mais simplement en étant pleinement vivant. Car dans un monde de morts vivants, une seule âme véritablement vivante suffit à provoquer une révolution.